Le trésor des loyaux samouraïs, ou les 47 Ronin, d'après les anciens textes du Japon, par G. Soulier de Moran. Chapitre 4. Pendant que notre prince sortait du palais, le Kera, la tête enveloppée de linge ensanglanté, s'asseyait dans son orimono de laque noir, et, tenant un coffret empli de barres d'or, se faisait transporter en hâte au palais du shogun. Il voulait que sa plainte contre le prince fût présentée la première, et que des offrandes de grand poids lui obtinssent une audience immédiate. Or, en ce temps-là, une loi formelle punissait de mort tous ceux qui osaient répandre le sang dans l'enceinte de la ville. Mais chacun sait qu'avant d'appliquer une loi, il importe de considérer tout d'abord la nature des offenses. Le shogun, prévenu par la maison d'Enya, aurait pu décider que l'agression du prince ne méritait rien d'autre qu'une amende légère. Asano, cependant, de retour dans son palais, ne pouvait apaiser sa fureur. Sans une pensée pour le danger qui le menaçait, il écrivait ordre sur ordre, expédiant des messagers, faisant préparer ses armures et ses chevaux. Un des chefs de sa garde partait en toute hâte avec un message pour Ooshi Guranosuke, qui commandait la forteresse d'Enya. Une troupe devait se mettre aussitôt en route de là pour s'emparer de la ville d'Arima, qui appartenait au Kera. Asano, dans sa fureur, songeait à conquérir tous les fiefs de son ennemi.
À ce moment, les gardes annoncèrent la venue d'un Ometsuke, membre de la cour des censeurs, nommé Akada Den Pachiro, porteur d'un ordre du shogun. Surpris, le prince, qui n'avait pas encore retiré ses robes de cérémonie, alla recevoir son visiteur. L'Ometsuke, selon les rites, l'invita à se prosterner pour écouter l'ordre du seigneur des seigneurs. Puis, il déroula l'étoffe grise du décret et lut la sentence. Le prince d'Enya était condamné à se donner la mort. Sa forteresse et ses terres étaient confisquées. Sa personne demeurerait sous la garde du censeur jusqu'à l'arrivée du daimyo Tomura Ukiono Daifu, à qui était confié l'honneur de lui servir de second pour le seppuku. Un samouraï ne voit dans la mort qu'une occasion de déployer sa bravoure. Le prince, ayant salué gravement, pria le haut magistrat de l'excuser s'il occupait ses derniers instants de vie à régler ses affaires de famille, au lieu de lui tenir compagnie. Puis, il appela un intendant et lui dicta ses instructions. La fatale nouvelle s'était répandue dans tout le palais. On entendait de toutes parts s'élever les gémissements des femmes et les voix grondantes des hommes. À ce moment, le panneau d'une porte intérieure glissa, poussé par une suivante, et notre princesse, pressant sa manche sur ses yeux, pénétra dans la pièce. L'Ometsuke se prosterna aussitôt, puis, se relevant, il alla au fond de la salle, tournant le dos à ses hôtes et regardant avec attention un vase ancien qui ornait le tokonoma. S'il est malséant, pour une personne honorable, de porter des regards curieux sur les relations entre épouse et époux, il est encore plus malaisant d'en parler. Qu'il suffise de savoir qu'une femme de haute éducation peut, par sa seule attitude, rehausser encore le courage d'un homme. La force d'âme est la première des vertus humaines. Les instants passèrent, tombant goutte à goutte dans l'éternité. Dans le silence de linceul qui enveloppait maintenant le palais, on entendit le pas rythmé et les appels de porteurs avec des cliquetis d'armes. Un garde entra et parla à voix basse au censeur. Celui-ci alors se retourna et, se prosternant devant le daimyo, il dit, demeurant sur les genoux et sur les mains. L'heure est venue. Le prince Tomura vous attend, en son palais. L'officier commandant notre garde était alors mon sage maître, Hara Mototoshi. Il était entré depuis quelques instants, tenant sur une étoffe de soie une boîte de laque d'or étroite et longue, qu'il présenta au prince. Celui-ci l'ouvrit et y prit un court poignard dont la gaine et la poignée, très simples, avaient pour seul ornement le mon, les armoiries de notre clan. Ce poignard est maintenant dans le trésor du Sengakuji. Notre prince alors tira la gaine un instant pour donner à ses yeux le spectacle caressant d'un acier de rare perfection, héritage d'un aïeul lointain. Puis, il passa l'arme à sa ceinture et, s'inclinant devant l'Ometsuke, il sortit en souriant de la salle et prit place dans le norimono qui l'attendait. Les porteurs, d'un mouvement souple, le soulevèrent. En un instant, le cortège était arrivé, s'arrêtant devant la salle d'honneur. Tamura, en large et opulente robe de cour, entouré de tous ses gardes couverts de leurs plus riches armures, attendait les visiteurs près de l'entrée, agenouillés, appuyés sur ses mains et front baissé. Ils entrèrent et se prosternèrent à leur tour, rendant salutation pour salutation, se redressant et se prosternant encore. L'hôte, enfin, se releva et conduisit ses visiteurs vers le fond de la salle, à l'endroit le plus honorable, où une natte souple, blanche et fine comme un linge, était étendue sur une épaisse étoffe huilée. Sans un mot, Hara Mototoshi, qui avait accompagné notre seigneur, le débarrassa de sa lourde robe lamée d'or et d'argent aux plis raides. Puis, il l'aida à changer ses vêtements intérieurs contre une simple robe de toile blanche, un kamichimo. La dernière toilette était faite. Le prince s'assit sur la natte, les jambes repliées, son poignard dans la gaine posé devant lui sur une feuille de papier souple. Il était prêt. Tamura avait attaché déjà sur ses épaules, à l'aide d'un cordon de soie, les larges manches de sa robe et, dégainant son long et pesant katana, s'était placé derrière le condamné. Alors Asano enveloppa de papier la poignée de son arme pour la protéger contre la moiteur de ses mains, et retira lentement la gaine.
Manifester quelque hâte en ces moments solennels serait inconvenant. Il écarta sa robe, tâta un instant de la pointe vers la gauche pour trouver l'endroit rituel, et enfonça l'arme avec calme, l'œil fixe. La coutume veut que le mouvement pour fendre vers la droite soit fait rapidement, et comme lancé, car la douleur horrible pourrait provoquer l'inconscience avant que la déchirure soit achevée. Tamura guettait, le sabre levé. Il vit le coude droit d'Asano se relever rapidement et son corps osciller. Aussitôt, d'un trait, il abattit son arme. La tête de notre prince roula sur le sol. Hara Mototoshi releva et essuya soigneusement le poignard échappé de la main du mort. Puis, aidé des gardes, il enroula le corps de notre daimyo dans la natte protégée par l'étoffe huilée, et plaça, respectueusement, la funèbre dépouille dans le norimono. Tamura et Lometsuke, avec honneur, accompagnèrent le défunt jusqu'au-delà du seuil. Notre princesse, dans la grande salle de son yashiki, attendait les cheveux dénoués, vêtue de la robe blanche des veuves, entourée de prêtres et de toute la famille en deuil. Leur cortège se forma derrière le norimono et continua son chemin aux éclats déchirants des gongs, parmi les chants des religieux et les lamentations de l'escorte, jusqu'au parc du monastère où s'accomplirent les derniers rites de funérailles. C'est ainsi que mourut injustement notre Seigneur, et que le désastre frappa le clan d'Enya. Chapitre 5. Debout sur la colline, silencieux, nous regardions l'incendie de la forteresse d'Enya et la déconvenue des envoyés du shogun. Ooshi, qui nous avait rejoints, nous dit « Il est possible que notre ennemi n'ait pas encore eu le temps de préparer sa défense. En l'attaquant à l'improviste, nous aurons l'avantage de la surprise et peut-être même celui du nombre. Hâtons-nous donc d'aller à Tokyo. 4 d'entre nous partiront en avant, voyageant sans arrêt, et prendront sur le palais du Kera et ses défenseurs tous les renseignements qu'ils pourront se procurer. De leur habileté dépendra le succès de notre attaque. » Réfléchissant un moment, il nous regarda l'un après l'autre, et désigna enfin les 4 éclaireurs. Nous brûlions tous d'être nommés. Son choix nous remplit de stupeur. Le premier, en effet, était Oribe Kanamaru, qui avait dépassé 75 ans. Comment un homme de cet âge pourrait-il remplir une mission faite autant de fatigue que de danger? Déjà, quand il avait signé le serment, nous nous étions regardés les uns les autres avec un sourire dans les yeux. Le second nom nous surprit encore davantage. Akaigaki Masakata était jeune et vigoureux. Il avait à peine 25 ans, mais il avait toujours sur lui un large flacon de saké qu'il vidait plusieurs fois par jour. Sa renommée de buveur était telle que, de son nom, Akaigaki, qui veut dire palissade écarlate, on avait fait Akai Ana, qui signifie le nez Rubicon. Il en souriait, flatté. Dans son ivresse perpétuelle, que pourrait-il donc faire? Quant aux 2 autres, ils n'avaient, dans leur courage et leur sagesse, rien d'extraordinaire qui justifiât un tel honneur. Les 4 meilleurs chevaux de notre troupe furent donnés aux éclaireurs. Ceux-ci, d'un bond, sautèrent en selle. Nous commençâmes alors de comprendre la sagesse de notre chef. Nos 4 compagnons étaient en effet des cavaliers exceptionnels, qui sauraient obtenir de leur monture toute la vitesse dont elles étaient capables pour accomplir sans défaillance la longue et difficile chevauchée jusqu'à la capitale. Nous partîmes derrière eux, affectant d'être un groupe de pèlerins se rendant au temple de Sinbibachi, qui était situé non loin du yashiki de nos ennemis. Retardés par nos bagages et nos familles, nous fûmes obligés de coucher 4 fois en chemin avant d'atteindre enfin à notre destination. Sous le portique du monastère, Akaigaki, qui avait dû rouler dans un fossé, car il avait la figure et le corps maculés de boue, nous attendait, assis à terre, vidant, au grand scandale des gardiens, son éternel flacon. Il nous regarda passer sans un signe, incapable sans doute de nous reconnaître. Cependant, en apercevant Ooshi, il se leva lourdement et voulut entrer avec lui dans le temple. Mais il chancelait tellement que notre chef dut étendre la main pour l'empêcher de tomber. Et nous, indignés de sa conduite, nous rougissions d'entendre derrière nous les rires des portiers,
Akaigaki, cependant, abandonnant presque aussitôt le bras qui le soutenait, heurta de l'épaule l'une des colonnes du portique, s'y cramponna et nous laissa continuer notre chemin. Plus loin, un vieux mendiant tout voûté, les cheveux blancs embroussaillés, vint nous demander l'aumône. À part notre compagnon et ce mendiant, le monastère était désert. Nous allâmes alors nous prosterner dans le temple, accomplissant les rites habituels des pèlerins. Pendant que nous psalmodions nos prières, il me parut à plusieurs reprises qu'un de nous prononçait des syllabes différentes du texte rituel. Je reconnus la voix de notre chef, et mon attention s'éveilla enfin. Il chantait. Il se garde, notre plan est connu, dispersons-nous, on nous espionne. Ayant répété 3 fois cet avertissement, il se prosterna et se releva enfin, nous saluant et prenant congé de nous comme si nous étions en réalité de simples compagnons de voyage. Ma stupeur était sans bornes. Pourquoi nous commandait-il d'abandonner tout espoir? Comment savait-il que le Kera était gardé au point que 63 braves ne pussent envahir son yashiki? Akaigaki lui avait-il parlé? Mais pouvait-on se fier à pareil buveur? Ne fallait-il pas attendre le rapport de nos 3 autres éclaireurs? Cependant, Ooshi s'inclinait devant moi, disant « Si votre chemin vous mène à Kyoto, ne manquez pas de venir me voir. Je serais heureux d'apprendre que vos vœux ont été exaucés. Ma demeure est dans le quartier de Shimabara. » Et là-dessus, il nous quitta, pressant ses porteurs, comptant ses caisses mal fermées et surveillant sa caissette pleine de lingots. Nous restâmes quelque temps stupéfaits, ne pouvant croire que nos projets avaient été divulgués et que le Kera était réellement sur ses gardes, ne pouvant surtout comprendre comment notre chef en avait été informé. Nous n'osions cependant nous communiquer nos pensées, puisque des espions nous surveillaient. D'ailleurs, l'ordre était formel, il fallait nous disperser. Une même pensée nous fit agir, Hara Mototoshi et moi, avant de rejoindre notre poste de garde auprès du tombeau. Nous allâmes errer autour du yashiki du Kera. Un coup d'œil nous suffit pour reconnaître la folie d'une attaque. Un corps de troupes du shogun campait sur la place devant la grande porte d'entrée. Quand, le soir, au monastère Sengakuji, nous fûmes installés dans le pavillon réservé aux gardes du tombeau, je ne pus m'empêcher d'aller visiter Hara Mototoshi et de lui communiquer mes sentiments. Il m'écouta, la figure étonnée, et me dit enfin « N'avez-vous pas reconnu, dans le vieux mendiant du temple Shinbibachi, notre camarade Oribe Kanamaru ?» Une lueur éclaira mon esprit. Je m'écriai « Je comprends, et Akaigaki était sans doute parfaitement sobre. Mais et les 2 autres ?» Vous étiez peut-être éloigné, et n'avez pas remarqué que 2 des porteurs d'Ooshi se sont querellés avec lui peu avant d'arriver au temple. Je l'ai vu. Mais quand une caravane passe dans une grande ville, il est rare que des porteurs ne l'abandonnent pas, tentés par la vue des nombreux cabarets. On les remplace alors aussitôt, et l'on continue, ainsi d'ailleurs que nous l'avons fait. Il s'est trouvé seulement qu'Ooshi lui-même avait provoqué habilement la querelle, et que ces 2 nouveaux porteurs étaient nos 2 compagnons. Et comme je demeurais surpris, la bouche ouverte, il ajouta « Quand un chef a fait prendre des renseignements secrets, il les reçoit en secret. Nul ne doit savoir qu'il est informé. Votre étonnement me fait espérer que nos ennemis, eux aussi, ont été trompés. » Je baissai la tête, rougissant de honte à la pensée de la grave erreur que j'aurais commise si j'avais été choisi. Chapitre 6. Les jours s'écoulèrent. Aucune instruction ne nous était transmise par Ooshi. Le matin, dès que j'ouvrais les yeux, je courais demander à mon chef s'il avait reçu dans la nuit quelques messages. Et 100 fois durant la journée, j'allais sur la terrasse du temple, en un point d'où l'on pouvait voir tout le sentier montant de la route au monastère. La pensée que l'agresseur de notre daimyo, le lâche et injuste Kera, était encore en vie me jetait à tout instant en des colères qui faisaient trembler tout mon corps. Nous eûmes cependant une satisfaction temporaire. Tous les nobles de la cour, indignés de l'attitude du ministre, lui marquaient une telle froideur que le shogun,
l'attention éveillée, se jugea forcé d'agir. Il condamna notre ennemi à 3 mois de destitution de sa charge et à la privation de ses appointements pendant 1 an. Pour cet avaricieux, la peine était douloureuse. Les inlassables révolutions du soleil ramenèrent 2 fois l'éclat de la pleine lune. Dans mon impatience, enfin, je déclarai au sage Hara Mototoshi que je ne pouvais plus supporter cette attente. Je voulais savoir si notre vengeance mûrissait. Il me demanda simplement: Que comptes-tu faire? Interroger Ooshi. Tu sais bien qu'il nous communiquera ses plans à l'heure choisie par lui. Il ne parlera pas une seconde plus tôt, et quand il aura besoin de nos armes, nous le saurons. Sois tranquille. Cependant, que font nos compagnons? Nous sommes retenus ici par notre charge, mais les autres, surveillent-ils bien notre ennemi? Ara réfléchit un instant, puis il dit: Je vois que ta jeunesse bouillante ne peut supporter plus longtemps cette attente qui se prolonge. Moi-même, ai-je besoin de le dire, je redoute que, dans l'ignorance où nous sommes tous deux maintenant, nous ne laissions peut-être passer une occasion. Triomphant, je l'interrompis. Ah, vous le reconnaissez vous-même, Harasan. Nous sommes à l'affût, comme des chasseurs, mais nul ne nous a placés de manière à ne pas laisser échapper le gibier. Nous ne savons pas d'où celui-ci doit déboucher. Nous ignorons si, ne pouvant le tuer nous-mêmes, nous devons le pousser à droite ou à gauche. Cela n'est-il pas une grande faute de stratégie? Il hocha la tête avec lassitude. J'avoue ne pas comprendre, mais cela ne me suffit point pour blâmer. La faute en est peut-être à ma nescience. Il convint de condamner seulement ce que l'on reconnaît à coup sûr pour être mauvais. Qui sait si tout cela ne cache pas un plan plus secret, ou n'est pas la conséquence d'ailleurs d'informations que notre chef possède seul. Ne serait-il pas sage de nous en assurer? Et si oui, comment le faire? Il réfléchit un instant, puis dit à voix basse, presque à mon oreille: Ma figure est connue. Ma situation ici est trop en vue pour que je puisse la quitter de mon propre gré, sans qu'aussitôt le Kéra en soit informé et me fasse surveiller. Mais toi, tu peux partir, et ton départ semblera même naturel s'il apparaît à tous comme contraire à tes désirs. Aujourd'hui donc, je te ferai des reproches violentes sur ta conduite. Tu me répondras avec insolence, et je te chasserai de notre garde d'honneur. Mais, protestai-je, ma mémoire n'en sera-t-elle pas entachée? J'ai tout pesé en mon esprit. Il n'est pas d'autre moyen. Crois-tu donc que je n'ai pas remarqué tes attitudes et tes actes? J'attendais plutôt encore que tu me demandes de partir, et j'ai longuement réfléchi. Comme j'hésitais encore, il ajouta: La mémoire d'un samouraï est entachée gravement si l'on peut dire de lui qu'il a reculé pour accomplir son devoir devant une action utile, quelle qu'elle fût. Quand son devoir est clair devant lui, rien ne compte plus, ni amour-propre, ni famille, ni sentiment, ni souci de soi-même. Telle est la règle, telle est la voie pour ceux qui veulent guider le troupeau humain vers des destinées de plus en plus heureuses, hors des marécages infâmes de l'injustice, de l'oppression et de la haine. Illuminé par ces paroles, je me prosternai et demandai: Je vous prie de me donner des instructions sur ce que je devrais faire une fois chassé du monastère. Il me jeta un regard satisfait et dit: Avec une partie des rios d'argent que tu possèdes, tu achèteras un ballot de marchandises variées, au fond duquel tu cacheras tes armes. Déguisé en colporteur, tu pourras circuler sans cesse et pénétrer dans toutes les maisons. À toi de profiter des occasions ou même d'en faire naître. Tu pourras revenir ici sans que cela provoque de remarques. Reviens donc souvent me rendre compte de ce que tu auras appris. Je le saluai encore et me retirai, remerciant le destin qui, m'ayant donné de connaître un sage, me permettait enfin d'acquérir la sagesse, car l'intelligence se développe au contact de l'intelligence comme, pour le corps, la chaleur pénètre aisément qui se tient auprès d'un brasier. Dès le jour même, selon ce qui était prévu, notre chef ordonna une inspection de la troupe d'honneur. Il m'adressa une vive réprimande, à moi, son second, pour le détestable exemple que ma tenue négligée donnait à mes hommes. Au lieu de m'incliner silencieusement, comme j'aurais dû le faire, je relevai fièrement la tête et lui demandai si le but de cette réprimande injuste était de me chasser de la garde, aucun noble ne pouvant admettre d'injustice.
Il me répondit durement que mon indiscipline était encore plus dangereuse que ma négligence, et que je devais partir sur l'heure sans délai. M'efforçant de contracter avec colère ma face, en réalité rouge de honte d'être ainsi traité devant nos hommes étonnés, je le saluai aussitôt comme les rites l'ordonnent, et me retirai dans ma chambre. 1 heure après, j'avais quitté le monastère, emportant seulement dans ma ceinture 10 rios qui devaient me servir de capital pour mon commerce de colporteur. Je pris bien soin d'acheter une partie de mes marchandises dans le village tout proche de Takainawa, racontant avec fureur mon renvoi de la garde et ma détermination d'abandonner le clan d'Enya, ainsi que l'ingrat métier de samouraï. Les marchands, toujours un peu jaloux de nous, me félicitèrent de ma décision, me vantant les joies de la fortune et de la liberté. Ils m'aidèrent à former mon ballot et me donnèrent en riant la règle bien simple de leur profession. Pour acheter, payer le plus bas prix en déclarant que la marchandise est inférieure de qualité, abîmée ou n'est pas à la mode. Pour vendre, calculer un gros profit et crier que l'objet est de première qualité, et précisément ce qui est le plus demandé à la cour et à la capitale. Une petite réduction consentie à la dernière minute, presque en secret, assure toujours la vente.